Bienvenue donc à cette 15e session de Paris J'écris, qui est consacrée à ce que j'appelle les contraintes créatives. Comment essayer de trouver un ensemble de contraintes pour stimuler sa créativité et ne pas se perdre dans son imagination et arriver à partir de la première page de votre manuscrit pour arriver à la dernière. Et savoir quelle est cette dernière page. Parce qu'on peut continuer sans se rendre compte que la dernière page est déjà arrivée 10 pages plus tôt. Dans la vie d'un écrivain, je pense qu'il y a deux grands types de plaisir, enfin de plaisir littéraire, qui correspondent en gros à deux moments de la phase d'écriture d'un livre. C'est le moment d'avant l'écriture et le moment d'après l'écriture. Et en fait, entre les deux, il n'y a pas de plaisir, c'est que le long calvaire de l'écrivain qui doit abattre du travail et se débattre avec les mots pour les mettre en forme et créer quelque chose qui se tienne. Et moi, mon but ce soir en particulier et de manière générale dans ma formation, c'est d'essayer de réduire cette distance, cette durée entre le plaisir initial qu'il y a avant le tout premier mot posé sur la première page et le plaisir final, ou plutôt le soulagement final qu'il y a d'avoir écrit ce grand chef-d'œuvre de plusieurs centaines de pages. Et le premier plaisir, qui est celui de réfléchir comme ça, sans écrire à ce que l'on va écrire, c'est le meilleur en fait. Et en gros, un écrivain, avant d'écrire, il ressemble à ça. C'est la fête. Il imagine tout ce qu'il a à écrire et il se projette en fait, il fantasme et il se dit oh, c'est génial, ça va être comme ça. C'est un peu le rêve. Il rêve son livre au lieu de l'écrire. Et c'est le premier problème de l'écrivain, c'est de rester coincé dans cette phase fantasmatique. Moi, j'en parle d'expérience, j'ai mis 10 ans avant de me mettre sérieusement à écrire mon premier roman. Parce que le type peut rester très longtemps en suspension en l'air avant de toucher l'eau. Dans cet espace-temps, les lois de la physique sont un peu déformées. Et l'eau est très froide, en effet. C'est bien de le rappeler. On pense se jeter dans une mer chaude et accueillante. En fait, c'est très, très, très froid. Et donc, c'est le premier choc. Et une autre raison pour laquelle je recommande à mes élèves de partir rapidement de cette phase, c'est que vous n'êtes jamais à l'abri de réussir votre vie. Et la réussite de la vie est inversement proportionnelle à l'envie et l'ambition d'écrire une grande œuvre littéraire. C'est ma grande théorie. Je pense que tous les grands écrivains ou tous les écrivains d'une grande ambition ont une revanche à prendre sur la vie. Stendhal a fait une petite carrière diplomatique, une petite carrière militaire. Fitzgerald, avant d'écrire son chef-d'œuvre, son succès était déjà passé. Bon, peut-être Chateaubriand, à la limite, échappe à cette règle, et Victor Hugo, mais qui ne sont pas les pires écrivains. Mais le problème, en fait, c'est que la vie nous happe rapidement et on peut très rapidement s'éloigner de l'ambition première qui est de créer un livre. Et si on reste comme ça indéfiniment dans cette phase fantasmatique de je vais écrire mon chef-d'œuvre, je le peaufine, je le caresse dans ma tête, vous pouvez ne jamais passer ce stade. Et pour ceux qui réussissent à le passer, c'est le premier mur, puisque quand ils arrivent dans l'eau, ils se rendent compte que l'eau est très froide et que la réalité de l'écriture n'est pas du tout celle qu'ils avaient fantasmée. Et donc c'est la première des illusions et c'est la fin du premier plaisir et le suivant n'arrivera que le livre fini.
Et, et en fait, de plaisir, c'est pas vraiment un plaisir, c'est un soulagement, puisque la difficulté de la tâche est telle qu'à la fin, vous n'en pouvez plus de votre livre. Et avant d'arriver à la fin, vous ressemblez plutôt à Sigourney Weaver dans Yen 3. Il y a une certaine répulsion par rapport à votre livre, et vous n'avez qu'une envie, c'est de le vomir et d'arrêter d'y penser. Et c'est ce qu'on appelle la publication. On publie pour arrêter de corriger sans cesse les mêmes phrases, de penser et de vivre sans cesse et toute la journée avec les mêmes personnages. Et c'est pour ça qu'on publie, plus les vanités personnelles de tout un chacun. Et en fait, entre les deux, pourquoi il y a eu un problème, c'est parce que on confond page blanche et illusion et une idée de liberté. On se dit, ça y est, j'ai 26... il y a combien de lettres dans l'alphabet? 26 26, que je ne dise pas de bêtises. J'essaye d'apprendre le coréen et il n'y en a pas 26 dans l'alphabet coréen, c'est pour ça. Mais bon, passons. On se dit, j'ai 26 lettres à ma disposition, je peux tout faire avec. C'est un peu comme avec des briques de Lego. On se dit, je peux tout faire. Sauf que c'est très peu le cas finalement. On peut tout faire et souvent on fait de la merde. Et ça, c'est une illusion parce que le format de la page blanche ou de l'écran blanc incite à se projeter comme ça dans un univers vaste et infini, sans limite, sans contrainte. Et c'est la première erreur qu'on fait, c'est de se dire ah, génial, je vais écrire tout ce qui me passe par la tête, je vais faire un chef-d'œuvre débridé de créativité, d'intelligence. Et en fait, ça ressemble très rapidement à un plat de spaghettis qui fait beaucoup de tâches et assez peu souvent à de la littérature. Parce que le premier problème est que l'écrivain qui s'est lancé sans réfléchir dans cette projection de la page blanche ne s'est pas discipliné, n'était ni préparé, ni organisé, ni contraint. Et la préparation, l'organisation et les contraintes sont les trois qualités qu'un écrivain devrait rechercher avant, pendant et toute sa vie d'écrivain. Donc on va essayer de voir un peu, de rembobiner la séquence entre le premier plaisir et le dernier plaisir de la vie d'un écrivain. Au départ, vous avez en tête une nébuleuse. Avant même d'écrire le premier mot de la première page, vous regardez votre livre à travers le télescope Hubble. Vous voyez ça de très loin, mais c'est très beau. C'est parce que vous ne voyez pas les horreurs des détails. C'est vaste, c'est nébuleux. Et en fait, l'imagination, c'est comme un gaz. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de chimie, mais le gaz se dilate tant qu'il peut occuper le volume de l'espace qui le contient. Et plus il se dilate, plus la densité du gaz décroît. Et vous, ce que vous voulez, c'est augmenter la densité de votre imagination et votre production littéraire. Et donc, forcément, il faut un peu le contraindre. Parce que une nébuleuse, c'est un amas de poussière et de gaz qui est à l'origine d'un système stellaire. Et en fait, ça forme un disque d'accrétion qui, par les forces de gravité, vont former une étoile et un système planétaire autour. Et la deuxième erreur que fait un écrivain au début de se lancer, il pense qu'à partir de cette nébuleuse qu'il voit de son télescope, il doit écrire un ensemble de planètes, un système planétaire. Et ça, c'est la deuxième erreur parce que, en gros, chaque planète ou lune de cette photo représente, à mon sens et dans ma métaphore, un livre à part entière. Et au début, et c'est bien normal parce qu'on ne sait pas manipuler son imagination, au début, on prend tout ça pour un tout homogène, et on se dit, je vais faire de ce tout homogène un livre. Et en fait, on n'a pas le pouvoir différenciateur suffisant
pour remarquer les hétérogénéités locales, les détails qui font que, en fait, c'est pas un tout homogène, loin s'en faut, et que ce que vous pensiez faire tenir dans un seul livre, au fur et à mesure, avec un peu d'expérience, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses inutiles, en fait. Vous voulez raconter, je ne sais pas, une histoire d'amour qui se passe mal. Pourquoi intégrer à ça un cadre d'anticipation dans un futur assez sombre, une histoire de vampires, des androïdes, voilà. Qu'est-ce que ça fait, comment faire un tout homogène avec ce genre d'hétérogénéité-là? Alors après, on peut, c'est un exercice en soi de croiser les genres pour les revivifier et jouer sur les codes, mais en général, c'est pas ça dont il s'agit. C'est une absence totale de discernement, de savoir qu'est-ce que je dois écrire. Et la première contrainte qu'un écrivain doit se poser, c'est choisir le sujet et choisir le fond de son propos, en fait, la substance de ce qui est écrit. Alors, les influences sont très... je dirais qu'elles sont très bénéfiques, en général. Parce que, en fait, les influences te permettent de comprendre ce que tu veux écrire comme littérature. Tu as plutôt compris, à force de lire, que ce qui t'intéresse, c'est, je ne sais pas, moi, les histoires de marivaudage, les films de Rohmer, les films de Aung San Suu, les triangles amoureux, etc., etc. Et donc déjà, ça, c'est un indice sur le type d'intrigue ou le type de personnage, de relation entre les personnages que tu aimerais aborder dans un livre. Et ça, c'est déjà une précision quand voilà, tu hésites sur le sujet ou tu n'es pas trop sûr de toi, bah, va vers tes préférences personnelles. Et ensuite, peut-être qu'en creusant ces préférences, tu te rends compte que tu as une manière à toi d'aborder le même sujet a priori. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'éloigner de ces influences pour creuser ton propre sillon et suivre ton chemin. Après, le seul côté négatif d'avoir trop d'influence ou d'avoir une trop grande érudition, si tant est qu'on puisse être trop érudit, c'est d'avoir l'illusion que tout a déjà été écrit et qu'on arrive trop tard et que le monde est trop vieux et il nous reste qu'à pleurer sur notre sort, ce qui n'est pas du tout vrai. Je relisais un passage de la préface de Pierre et Jean de Maupassant, où il y a cette phrase géniale qui dit que le talent est une longue patience. Et il incite justement à regarder autour de soi, à essayer de voir en quoi on voit les choses différemment de nos voisins, de nos prédécesseurs. Et en fait, les grands érudits oublient la part déformante de leur subjectivité, qui est le cœur de tout talent artistique. Parce que, n'en déplaise à Stendhal, un roman n'est pas un miroir, ou alors un miroir déformant, mais une manière de sélectionner la réalité pour n'en tirer que les éléments qui résonnent avec le moi profond de l'auteur, et de ces éléments épars, en faire un monde comme ça, indépendant et autonome. Et donc, voilà, c'est la seule faiblesse peut-être d'une érudition excessive, c'est celle-ci. Mais il faut toujours garder à l'esprit que il y a toujours une manière de voir différemment ou d'aborder d'une manière neuve. Parce que les mentalités évoluent, les époques évoluent, et les sujets varient aussi. Ne serait-ce que la vision de la femme dans la littérature a énormément évolué au cours des siècles et même des décennies.
Le 19e siècle est peut-être le siècle littéraire le plus misogyne qui soit. Il n'y a pas un grand écrivain, peut-être Maupassant, qui ne soit pas misogyne. Et c'est impensable de nos jours, même s'il en reste quelques-uns, hélas. Et ça, typiquement, c'est alors que tout a déjà été dit, c'est une manière de changer les rapports de force. Et, parce que un roman, c'est une certaine vision de la société et de la place de chacun dans cette société. Et mettons, un royaliste donnera plus d'importance aux personnages royalistes et essaiera de donner une vision négative des libéraux et inversement. C'est un peu le grand jeu d'opposition entre Balzac et Stendhal. Et pareil pour toutes les représentations de minorités ou de parts de sociétés qui sont dévalorisées et opprimées. Et en modifiant comme ça les curseurs de la représentation d'une société, d'une époque, d'une nation, on change aussi la littérature. Enfin bon. Donc, très souvent, on a tendance à se disperser et à vouloir trop faire, trop dire et trop mettre dans un seul livre. Et au lieu de décrire et de dépeindre tout un système planétaire, pour reprendre ma métaphore, il faut mieux se contenter de créer un monde. Première contrainte. Quel monde vous voulez créer? Et encore, un monde, c'est peut-être bien ambitieux, commencer par un microcosme, mais on verra ensuite pour quelque chose de plus macroscopique. Et c'est vraiment un impératif de restriction de l'amplitude du matériau qui est à votre disposition, parce que voilà, quand on commence à écrire avec l'ambition de publier, on a 20, 30 ans, je ne sais pas, on a quand même toute une vie sensible derrière soi. On a accumulé des lectures, des visionnages de films, tout plein de choses qui ont enrichi extrêmement notre sensibilité et notre imagination. Et je ne sais pas pourquoi, c'est normal, hein, c'est la première saignée qui veut tout exprimer. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut au contraire se limiter, parce que on a beau avoir cette richesse en soi, on ne sait pas du tout l'exprimer au départ. Il ne faut pas confondre être doué d'une sensibilité riche et intéressante et avoir le talent de l'exprimer. C'est deux facettes complètement différentes. Et très souvent, parce qu'on a l'impression, à juste titre, d'avoir une sensibilité riche, que le transfert sur la page est automatique et suit une loi d'équation simple et linéaire. Et c'est assez peu le cas. Et c'est une autre erreur qu'on fait, c'est de croire que voilà, il suffit de dire ce qu'on a en tête pour que ça fonctionne. Et très souvent, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est se dire que garder en fait de ce qu'on a en tête pour donner une forme et un sens à ça. Donc, première contrainte, la contrainte du sujet. Et comme je le dis à chaque fois, chercher le conflit. Il n'y a pas de 36 manières d'écrire une histoire. C'est la résolution d'un conflit par un protagoniste. Et si il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. C'est une histoire d'amour, c'est pas un jeune homme beau, drôle et intelligent tombe amoureux d'une jeune fille belle, drôle et intelligente. Elle-même se rend compte qu'elle aime ce jeune homme. C'est pas une histoire, c'est une bleuette. Une histoire d'amour, c'est un jeune homme qui a certaines qualités et beaucoup de défauts contraignants, à savoir, je ne sais pas, une grande timidité, un handicap, peu importe, qui tombe amoureux d'une jeune femme qui, elle, est très belle
a priori n'a aucune raison de s'intéresser à notre pauvre protagoniste, comment il fait? Et c'est là que le début d'intérêt éventuel de cette histoire commence à poindre, c'est comment on fait pour que le protagoniste obtienne l'objet de son désir, parce que le désir n'est pas immédiatement, le problème n'est pas immédiatement résolu. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. C'est un peu un travail de designer, le travail de romancier. Il faut trouver le problème, et l'histoire qu'on écrit, c'est la solution à ce problème, le problème du protagoniste. Donc ça suppose un conflit. Et pour un premier roman, une première tentative littéraire, c'est pas absurde de commencer à chercher en soi le conflit qu'on peut aborder par une fiction. Parce que je pense qu'un écrivain n'est pas apte, ou n'a pas la destinée de répondre à tous les types de conflits imaginables. Je pense que pour un écrivain donné, il y a quelques conflits qui sont ceux pour lesquels il a une pertinence de par son vécu, de par son expérience personnelle. Et si votre conflit, c'est pour reprendre cet exemple de timidité, c'est une pudeur viscérale qui vous empêche de vous épanouir socialement et de nouer des relations interpersonnelles. Que faire de ça littérairement? Est-ce que mon protagoniste est dans une histoire d'amour impossible pour lui à résoudre parce qu'il n'arrive pas à s'ouvrir et aller vers l'autre? Et si vous êtes dans ce cas de ce type de personnalité, vous saurez en fait comment incarner votre personnage, puisque la distance sera minime entre vous et votre personnage. Après, je ne vous dis pas de faire de l'autobiographie, c'est à partir d'un matériau personnel, comment inventer une histoire sensible et bien sentie, parce que justement il y a cette justesse du regard sur votre personnage. La contrainte du sujet imposé. Si vous n'avez pas un grand conflit psychologique, si vous n'avez pas un grand drame personnel dans votre vie, hélas pour vous, il y a toujours la possibilité de jouer à cet exercice, d'être contraint par un sujet choisi comme ça, plus ou moins au pif, mais pas tant que ça. Moi, il y a un jour, mon éditeur m'appelle ou m'envoie un mail, je ne sais plus. Il me dit Thibaut, je vais publier une anthologie sur les chats. D'accord. Et il me manque une histoire sur un chat moderne, mettons un chat dans l'espace. D'accord. Et donc du coup, je l'ai pris au mot et je me suis dit parce que je trouvais ça rigolo comme histoire, et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec cette idée d'envoyer un chat dans l'espace. Et c'est comme ça que j'ai écrit une nouvelle sur la Corée du Nord qui envoie un pauvre chat dans l'espace, en tout cas qui annonce envoyer un pauvre chat dans l'espace, mais comme on ne sait jamais ce qui se passe en Corée du Nord, personne ne peut savoir. Et ça, c'est aussi une manière de débloquer l'imagination, parce que autant le conseil que je donne habituellement de chercher un conflit qui vous est proche ou personnel est très fertile en évocation de situations dramatiques, parce qu'on a vécu des situations similaires. Le problème que ce genre de raisonnement implique, c'est que la distance très faible entre l'auteur et le protagoniste, parfois, peut empêcher à l'écrivain d'avoir le recul nécessaire face à son personnage, et justement d'avoir le sang-froid nécessaire pour juger ce qu'il doit garder de ce qu'il doit jeter, parce que ça ne fait pas partie de ton histoire. Et le choix comme ça, la contrainte du sujet imposé évite ce genre d'écueil,
parce que voilà, c'est a priori quelque chose de très, très distant, très, très déconnecté de notre vécu. Mais là, dans ce cas-là, le travail de l'écrivain sera essayer d'infiltrer ce sujet a priori extérieur à sa sensibilité, l'infiltrer de sa sensibilité, de se dire, bon ben voilà, comment à la place de ce personnage, je réagirais moi, connaissant telle ou telle donnée de son vécu ou de son contexte. Donc voilà, il y a chaque solution a sa, sa part de problème et inversement. Ensuite, une fois que vous avez une idée générale de votre histoire, il faut, autant que faire se peut, réduire le cadre. C'est pas la peine pour une histoire d'amour de forcément créer tout un monde du détail le plus microscopique au détail le plus macroscopique, et peut-être ne serait-ce que poser le cadre d'interaction habituel des deux personnages de cette intrigue suffit amplement. Et avec quelques notions, quelques détails biographiques sur le passé des personnages, leur vie de famille, les relations avec des personnages secondaires qui éclairent certains aspects de la psychologie des personnages principaux. Il faut savoir où s'arrêter dans la création d'un monde. Et le plus simple, c'est de... Parce que bon, voilà, le but de tout écrivain, c'est de créer une œuvre intemporelle et universelle, et que son génie résonne par-delà les époques et les pays. Mais vous n'y arriverez pas si vous voulez, voilà, pour atteindre cette universalité, essayer d'écrire, je ne sais pas, le roman de notre époque globalisée, où les échanges se font à la vitesse d'une fibre optique par Internet. Vous allez vous y perdre, le lecteur va s'y perdre, et vous, en ne limitant pas le scope de votre histoire, vous n'arriverez pas à travailler chacun de ces éléments pour en faire monter le niveau et pour densifier un peu votre regard sur chacun de ces aspects. Et je pense que les grands chefs-d'œuvre sont une sorte de réduction de la richesse et de la diversité de l'humanité à un microcosme que l'écrivain va étudier de manière obsessionnelle et maniaque, vraiment comme un scientifique penché au-dessus de son microscope. Et il y arrive justement parce que les variables à observer et les paramètres sur lesquels il peut jouer sont limités. Et s'il devait observer toute une galaxie, ce serait beaucoup plus compliqué. Une idée que j'aime bien, c'est de créer un prototype de votre histoire. Ça peut paraître un peu absurde, mais en fait, pour tout type de conflit, il y a, on va dire, une proto-histoire ou une situation séminale ou un noyau dur duquel va jaillir tout le reste de l'histoire et qui, en gros, sera le symbole en fait de la progression dramatique de votre histoire et de la résolution éventuelle du conflit du protagoniste. Et il faut essayer de créer comme ça ce prototype qui peut être un chapitre comme ça, qui peut se lire indépendamment d'une dizaine de pages, mettons. Et c'est ce chapitre, ce prototype qui va donner le là et on va dire l'ambiance de votre livre et l'idée transversale de votre livre. Et c'est une manière de mettre un pied à l'étrier, de se rassurer sur notre capacité à résoudre ou à donner une représentation littéraire juste du conflit qu'on veut raconter. Et à partir du moment où vous avez réussi à concevoir ce type de proto-histoire, vous dites c'est bon, j'ai une base sur laquelle je peux m'appuyer pour
poursuivre le développement de mon histoire, voir s'il faut peut-être préparer ce passage de mon histoire par des épisodes précédents. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait en fait inconsciemment pour mon premier roman, je me rends compte rétrospectivement. J'ai commencé sans trop savoir où j'allais, parce que j'étais très, très indiscipliné à l'époque. Et voilà, j'ai créé comme ça une séquence qui correspond à un chapitre du roman final. Et à partir de cette séquence, je me suis dit comment aller au-delà et que faire de plus. Qu'est-ce qui manque pour que l'histoire soit complète et un sens et une cohérence. Et comment à partir de ce petit grain initial, réussir à cristalliser autour de lui les éléments qui manquaient encore ou qui étaient incomplets, et comment garder et construire une cohérence autour de ce noyau-là. Fixez-vous une date butoir. C'est vraiment la première des choses à faire, et même si c'est irréalisable, au moins ça vous donnera la bonne tension et la bonne pression pour vous mettre à écrire. Alors, si vous n'avez pas déjà un éditeur, c'est très dur de se discipliner pour comme ça se fixer une date butoir. Après, quand vous aurez un éditeur qui vous appellera de temps en temps pour prendre de vos nouvelles, suivre la progression de votre travail, savoir quand est-ce qu'il pourra lire le prochain, ça c'est de la saine pression qui vous dit il serait peut-être temps que je m'y mette réellement, et que alors vous commencez à vendre la peau de l'ours avant de le tuer. Bon, là j'ai encore quelques mois, c'est bon, mais il faut quand même que je m'y mette. Pour mémoire, la photo que j'ai utilisée là, c'est une locomotive qui ne s'était pas arrêtée au butoir de la ligne de chemin de fer qui arrivait à la gare de Montparnasse, et qui est tombée sur un kiosque de journaux en 1895. J'ai découvert ça tout à l'heure. Et donc un butoir, c'est un stop terminal. Et c'est à partir de cette limite, en fait, même si on dérape toujours, même si la version que vous enverrez ne sera jamais parfaite, vous aurez toujours des regrets, ça sera le jeu de correction future. C'est à partir de cette limite finale que vous arriverez à vous organiser pour vous dire qu'est-ce que je peux mettre finalement dans mon roman, qu'est-ce qui tient dans cette limite de temps. Et c'est très dur à obtenir comme discipline. Et pourtant, il faut l'obtenir. Alors, fixez-vous, c'est pour ça que ce sera le sujet de mon deuxième point, essayez de vous d'insérer un rituel d'écriture dans votre vie, des habitudes, une journée particulière, une heure particulière. Ou moi, j'ai une ancienne élève qui a un travail prenant toute la journée, qui a un mari, des enfants, et qui écrit de minuit à 2 heures du matin quand mari et enfants sont couchés, parce qu'elle a ce niveau d'obsession et cette volonté farouche de vouloir finir son histoire. Et elle sait que tant qu'elle n'y arrivera pas, elle n'aura pas la tranquillité d'esprit pour pouvoir dormir tranquillement. Donc, dans ce cas-là, autant moins dormir et travailler son histoire que d'être dans une frustration et une insatisfaction chronique. Et par rapport à la deadline, la contrainte de temps disponible pour écrire n'est pas forcément quelque chose qui doit être vécu dans la frustration ou dans la négativité. Raymond Carver, par exemple, quand vous lisez ses essais qu'il a consacrés à l'écriture, vous vous rendez compte que ce type n'avait quasiment aucun moment dans la semaine pour écrire. Il s'est marié très tôt, à 20 ans il avait déjà 2 gosses, et il a vécu comme ça, il n'a pas fait d'études supérieures, il a vécu comme ça de petits boulots, il a travaillé dans une scierie, il a fait portier, sa vie n'était pas simple, n'était pas réglée comme la vie d'un ambassadeur. Et je ne sais pas pourquoi je donne cet exemple, c'était gratuit. J'en connais pas en plus.
Et, et lui, pour écrire, il s'est dit, bon, il a fait un bilan comptable du temps disponible dans ses journées, dans ses semaines. Il a compris que s'il voulait écrire un grand roman de plusieurs centaines de pages, il n'y arriverait jamais et il vivrait dans la frustration et dans la négativité. Et il a fait l'inverse, en fait. Il est parti de cette contrainte de temps qui lui était imposée par sa vie de famille, ses enfants insupportables. Il avait l'air de très mal vivre la paternité. Et quand on lit parler de ses enfants, on ne veut pas ni être à sa place, ni être à la place de ses enfants. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, voilà. Et en gros, il écrivait le samedi en attendant que la machine à laver finisse de tourner parce qu'il allait dans un truc automatique là. Voilà, un lavomatique. Il écrivait quand. À un moment, il a pris des cours d'écriture dans ce qui existe aux États-Unis et qui existe très peu en France, dans un master de creative writing. Et son prof était John Gardner, qui a écrit un très très bon livre sur le sujet de l'écriture créative qui s'appelle The Art of the Fiction, peut-être, je ne sais plus, qui est à ma connaissance pas traduit en français, mais qui est très intéressant, qui est le seul livre sur le sujet qui m'a plu, qui a une vraie approche littéraire et qui n'est pas une compilation de conneries ou d'escroqueries. Et en fait, quand il a commencé à prendre ses cours, son prof était sympa et lui filait le week-end les clés de son bureau à la fac. Et il venait comme ça travailler pendant une journée ou une demi-journée. Et c'était son seul espace-temps disponible pour écrire. Et à partir de ça, il a fait une œuvre qui est célébrée dans le monde entier comme celle d'un des plus grands nouvellistes du XXe siècle. Et c'est pas mal. Peut-être que si vous n'avez pas le temps de faire les mémoires d'outre-tombe, peut-être qu'il faut se concentrer sur les contes et les nouvelles. D'autant plus que maintenant, à l'heure d'Internet, c'est beaucoup plus simple de publier des formats courts. Parce que la France n'est pas un pays connu pour avoir une culture de la forme courte, de la nouvelle, une culture de la revue littéraire. On a quelques revues, mais c'est un peu... comment rester poli, c'est un peu feutré comme institution, et il y en a trop peu pour le nombre de candidats à la publication. Donc vous avez la chance de vivre une époque où ça n'a jamais été aussi simple de se faire lire, enfin plutôt de se publier. Après, ça n'a jamais été aussi compliqué d'être lu et de retenir l'attention. Parce que du coup, forcément, vu la masse de contenu, on a 24 heures dans une journée. Ça n'a pas changé. Et c'est pour ça que je vous parle de Medium, qui est une plateforme formidable d'écriture et de publication en ligne, qui a été créée par le cofondateur de Twitter, qui est encore une plateforme très anglophone, mais il y a une petite communauté francophone qui s'est constituée, et le blog de la formation est sur cette plateforme. Cette plateforme, son atout premier, c'est son outil d'édition de texte. C'est à la limite, si vous avez besoin d'écrire, écrivez là-dessus. C'est pas compliqué comme Word, c'est beau, c'est simple, c'est évident. Deuxième avantage, c'est la possibilité pour un écrivain qui écrit sur cette plateforme de faire lire son brouillon à un autre utilisateur de la plateforme. Et je vous encourage de vous inscrire et de me faire lire vos textes via cette plateforme. Et l'outil d'annotation d'un texte par une autre personne est très, très efficace et très facile d'emploi. Et j'ai hâte de vous lire. Et troisième point,
au lieu de, voilà, de publier vos petits textes, vos premières nouvelles, vos contes, tout ça, de manière indépendante, anonyme, sur des blogs mal designés, que personne ne connaît, parce qu'au début, quand on se lance, personne ne vous connaît et personne ne vous attend. Il y a tellement à lire sur Internet, pourquoi j'irai vous lire? L'avantage de cette plateforme, c'est qu'il y a déjà une communauté de lecteurs qui vit autour de cet outil d'édition et de publication, et que c'est très facile de se constituer voilà, un premier noyau de lecteurs grâce à cette communauté, d'autant plus que vous pouvez envoyer aux personnes qui s'abonnent à votre blog ou à votre publication la possibilité de leur envoyer une newsletter pour les informer d'une nouvelle publication. Et en fait, en gros, c'est un outil où tout est intégré, où tout ce dont a besoin un auteur 2.0 est présent. L'outil d'écriture, l'outil d'édition-correction, l'outil de publication et de garder le contact avec ses lecteurs pour créer autour de ses écrits une petite communauté. Donc voilà, je vous encourage à l'essayer et à me faire lire vos écrits. Voilà. Je vais faire une minute d'annonce, puisque à côté des rencontres du jeudi soir, j'organise une formation littéraire. Et là, je lance une nouvelle formule qui est une formule cours du soir, en semaine, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer le week-end. Et en gros, c'est un ensemble court-atelier d'écriture créative de 19h30 à 21h30. Donc c'est des modules de 2 heures qui sont indépendants. Vous pouvez en prendre un et oublier les autres ou prendre tout à votre contenance. Ils sont indépendants, mais ils sont complémentaires. Le but, c'est que chacun de ces modules soit une brique de connaissances qui vous permettent de maîtriser la forme littéraire. Et j'ai en gros organisé, structuré cet ensemble de modules selon 2 parcours qui sont, à mon sens, les 2 murs que tout écrivain se prend en se lançant dans l'écriture. Le premier mur, c'est trouver son histoire. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir et qui sont un peu perdus, enfin qui sont un peu comme j'étais avant de me lancer. Et trouver son histoire, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut se faire très rapidement. C'est pour ça que je propose ça. Donc, en fait, je lance ça dès la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi. Le premier module, c'est chercher en soi le conflit de son personnage. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut partir d'un conflit. Et le plus simple, c'est d'essayer de trouver en soi le conflit qu'on connaît de manière personnelle et sur lequel on a le plus de connaissances et d'expérience. Donc en gros j'ai calibré ça pour qu'il y ait à peu près 20 minutes de cours et 90 minutes d'atelier, alors soit basé sur le dialogue et j'essaie de vous faire accoucher de votre chef-d'œuvre, soit sur une étude de cas, on essaie de démonter un texte ou un début de texte pour voir comment ça fonctionne et essayer de reproduire ça. Ensuite, définir le cadre de son histoire. C'est comment réduire la portée du matériau sur lequel on travaille pour justement faire monter le niveau et canaliser son imagination. Et au lieu de créer tout un monde, créer cette partie de scène qui suffit à l'interaction de vos personnages. Et le dernier de ce parcours, c'est chercher la vraisemblance, non la vérité. C'est quelque chose de très important quand on commence à écrire une fiction, même basée sur des faits réels. C'est qu'on a l'impression que parce qu'on a vécu quelque chose, on a ressenti quelque chose, il suffit de le transposer par écrit pour que le lecteur soit automatiquement convaincu de la véracité de ce que vous dites. Or pas du tout. Parce que la vie a sa part d'invraisemblance et d'improbabilité.
Et ce que la vie peut se permettre, la littérature ne peut pas se le permettre. Parce qu'il y a un contrat de confiance. Je parle comme François Hollande. Il y a un contrat de confiance ou un pacte de lecture entre auteur et lecteur. Et un moment, le lecteur accepte de suspendre son incrédulité en se disant « Ok, c'est une histoire qu'on me raconte, c'est de la fiction, mais j'accepte d'y croire du moment que c'est cohérent et consistant et que ça a un sens. » Et si vous intégrez trop d'invraisemblance et d'improbabilité héritée de la vie, vous brisez la suspension d'incrédulité du lecteur. Et là, voilà, on verra comment éviter cet écueil je ne m'en étais pas rendu compte avant d'enseigner la création littéraire, mais qui est très répandu. Le deuxième mur qu'on se prend en pleine face quand on écrit, c'est le mur de mi-parcours ou au tiers du parcours. C'est quand on s'est lancé et on s'est laissé emporter par sa lancée, on arrive au pied d'un mur et on ne sait ni le contourner ni sauter par-dessus. Parce qu'à aucun moment on a pensé à construire son histoire, mais vraiment de manière quasi géométrique ou architecturale. Et pour commencer, donc ça, ce sera dans 15 jours. Moi, je commence maintenant plutôt par me demander comment mon histoire va finir pour pouvoir ensuite travailler à rebours et me dire, pour que cette histoire finisse de telle manière, bien ou mauvaise, comment élaborer la chaîne nerveuse dans mon histoire pour que la progression dramatique soit intéressante. Parce que si votre histoire se finit mal, il faut que l'avant-dernier événement de votre histoire soit positif, l'avant-avant-dernier soit négatif, comme ça, pour que l'inversion des valeurs que représente toute dramaturgie soit cohérente jusqu'au bout. Deuxième module de ce parcours, c'est l'architecture de votre histoire. C'est justement comment concevoir une progression dramatique cohérente, qu'il n'y ait pas comme ça un démarrage sur les chapeaux de roue et ensuite une lente agonie inintéressante, mais comment créer une escalade dans les enjeux dramatiques qui vont intéresser le protagoniste pour que, voilà, de la première à la dernière page, on n'ait plus envie de quitter le livre. Donc ça part de la connaissance des grands éléments d'une intrigue, de ce qu'est un événement, de ce qu'est un acte, une séquence d'événements, etc., pour savoir comment cadencer le rythme de votre histoire. Et on terminera ce travail sur le dernier module qui cherche à organiser l'impatience du lecteur au niveau du plus petit détail de l'histoire, comment dans une scène créer l'imprévu à partir d'éléments qui a priori ne génèrent pas d'imprévu. Depuis Aristote, on sait bien sûr qu'une histoire a un début, un milieu et une fin, mais en ce qui concerne la fin, Aristote nous a donné la seule fin possible en disant qu'une fin doit être à la fois inévitable et inattendue. Et ça, c'est très important. Il faut que rétrospectivement, quand on rembobine toute l'histoire, on se dise cette histoire ne pouvait pas finir autrement, mais que avant d'y arriver à cette fin, on ne puisse pas la deviner. On puisse s'en approcher éventuellement par des devinettes ou des pronostics, mais qu'elle soit inattendue. Et c'est justement ce fossé entre l'expectative du lecteur ou du protagoniste et le résultat de l'histoire ou de l'action localement engagée par le protagoniste que cette maxime d'Aristote traduit. Et en fait, à chaque événement ou à chaque action engagée par le protagoniste, il faut travailler l'inattendu et le fossé entre l'expectative et le résultat de l'action.
Voilà pour le programme de ce parcours. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site, payer en ligne ou m'envoyer un chèque. C'est jusqu'à lundi, c'est 40 € le module de 2 heures. Et sinon, c'est 50 €.